Salut tout le monde, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue. Donc, ma vidéo de jeudi était extrêmement polémique lorsque quand j'étais en train de critiquer le tribalisme à Djibouti et que j'étais en train de le faire de manière frontale. Donc, pour terminer, une synthèse et ne pas rester uniquement sur une critique qui aurait sans rester uniquement sur une critique qui laisserait un arrière-goût de stigmatisation. Je ne stigmatise pas la communauté particulière, hein. Je ne la stigmatise pas. J'étais en train de critiquer la gouvernance de Djibouti et comment cette communauté somalie, et ça particulièrement. Donc j'ai eu un problème internet et pour ne pas stigmatiser davantage cette communauté, je dois donc faire une synthèse du sujet polémique que j'avais lancé jeudi. Et quelle est donc la synthèse que je fais? C'est tout bêtement de placer Djibouti, de placer la dérive de Djibouti dans ce que j'avais déjà appelé le lobby tribalo-religieux, les islamistes saoudiens, qataris et autres. C'est une lecture de l'islam qui est très mauvaise. Leur compréhension de l'islam, saoudien, qatari, égyptien, est très mauvaise, elle est totalitaire. Et c'est elle qui conduit, on va dire, qui a des mauvaises répercussions à la fois sur la communauté somalie de toute la Corne d'Afrique et particulièrement sur les Rissa. Et il faut la reconnaître et il faut se débarrasser de cette mauvaise influence. Et ensuite, cette dérive, non pas simplement de Djibouti, mais complètement des pétromonarchies, d'où est-ce qu'elle lui vient? D'où vient la dérive de pétromonarchie? Elle est très simple. Les pétromonarques, lorsqu'il y a eu les... comment c'était ça? C'était les chartes de l'ONU contre l'interdiction de l'esclavage, les droits de l'homme et l'interdiction de l'esclavage. Eh bien, c'est à ce moment que le monde arabo-musulman, particulièrement saoudien et autres, sont rentrés dans une dérive. Parce que ils n'ont fait que signer ces documents-là de manière, on va dire, politicienne, sur la forme, de manière, on va dire, hypocrite complètement, sans croire que l'esclavage devrait être aboli. Les Saoudiens, comme beaucoup d'autres musulmans, lorsqu'ils parlent de l'esclavage et lorsqu'ils parlent de son abolition, ils en parlent sans conviction. Pour eux, l'esclavage est autorisé dans le Coran et donc on ne peut pas l'abolir. Ah bon? Ça, eh bien, c'est ça qui est la dérive. Aussi bien des Saoudiens, aussi bien des Afghans, aussi bien des Égyptiens que des Djiboutiens. Il faut clarifier la question de l'esclavage et de son abolition. Un point, c'est tout. Et à ce moment, ce n'est pas parce que c'est dans le Coran qu'on ne peut pas l'abolir. Le Coran, il n'a pas ordonné l'esclavage. Il en a parlé pour consoler des gens qui avaient une foi fragile. Mu'alifat al-Qulub. Mu'alifat al-Qulub, on en a par-dessus la tête. Mu'alifat al-Qulub, maintenant, on arrête des Mu'alifat al-Qulub. Ça, c'était uniquement pour les inciter à découvrir l'islam. 1400 ans après qu'ils ont bien découvert l'islam, qu'ils se sont éduqués, c'est maintenant le moment de dire c'est terminé. C'est terminé, on n'en reviendra pas dessus. Esclavage, on l'abolit, c'est haram. C'est haram, voilà, c'est haram, j'ai fait une fatwa. L'esclavage, c'est haram. Même si, c'est pas, et puis maintenant, c'est ça qui se passe, en fait, chez les talibans. Eh bien, pour les talibans, par exemple, pour eux, l'esclavage doit être maintenu. Voilà le problème, par exemple, des terroristes. Pour les terroristes, l'esclavage doit être maintenu. C'est ce qui se passe, par exemple, en Libye. Pour les terroristes islamistes, l'esclavage, il peut être un recours. Et maintenant, comment bloquer cette mauvaise influence?
il faut être un peu, on va dire, clair sur ce sujet et dire l'esclavage doit être aboli. Il y a un verset dans le Coran, c'est un verset qui date d'il y a 1400 ans, qui était dans un contexte particulier où il y avait des sauvages et criminels sanguinaires qu'il fallait attirer dans la mosquée. Une fois que ils ont été attirés dans la mosquée, et bien voilà, et ben c'est terminé. Maintenant, il faut qu'ils renoncent définitivement à cet esclavage. Lorsque la question de l'esclavage sera clarifiée, il y a une autre question qui va s'ouvrir. C'est celle de la liberté et c'est celle de l'autorité, tout simplement. Et ainsi, la relation dans les États, la relation entre les citoyens et vis-à-vis de leur État, la règle, elle est à la liberté. La règle, elle n'est pas à l'autorité, à l'autoritarisme. La règle est à la liberté, et puis c'est tout. Si la règle est à la liberté des individus, à ce moment-là, l'État aussi, il pourra, on va dire, plus efficacement exercer son autorité. Si par contre la règle est à l'autorité de l'État, c'est-à-dire que la liberté des individus devient secondaire, et là, ça devient tout bêtement la porte ouverte au totalitarisme, mais de manière, on va dire, tout comme ce qui se passe à Djibouti, comme ce qui se passe dans le monde musulman, et donc le monde à la dérive, c'est lorsque vis-à-vis des institutions internationales et des déclarations de l'ONU et de l'invitation à la liberté, et aussi à valoriser la liberté des individus, et aussi à s'engager pour promouvoir cette liberté, eh bien, il y a encore des États, comme les États musulmans. Ils n'ont même pas laissé tomber qu'ils ont été attirés par la liberté, qu'ils ont reconnu l'importance de la liberté. Au contraire, ils n'ont toujours pas renoncé à l'esclavagisme. Et si les Saoudiens n'ont pas renoncé à l'esclavagisme, de proche en proche, cette sale mentalité, elle va se répercuter, eh bien, dans la Corne d'Afrique, dans des conflits ethnico-tribaux interminables, puisque ces conflits intercommunautaires et autres tribaux, ils proviennent de formations tribales extrêmement autoritaires dans leur mode de gestion, qui ne croient pas à la liberté. Et d'où vient cette mauvaise influence? En remontant de la piste, on retrouve que c'est les Saoudiens, les Qataris et les Égyptiens. Voilà, ce sera donc tout pour cette vidéo. Merci de votre présence. Je vous invite à réfléchir sur ce sujet-là. Je ne stigmatise pas la communauté somalie. Je n'attise pas les rivalités ethniques et claniques qui sont déjà trop nombreuses à l'intérieur des Somalies et avec leurs voisins, que ce soit Afar ou Oromo ou Arabes, yéménites. Ce n'est pas ça que j'attise. Je suis en train de mettre les choses au clair. À Djibouti, chef d'État, il ne croit pas aux institutions internationales. Il fait partie de ce lobby islamiste pour qui l'esclavage, il a juste changé de forme et qu'il doit encore être maintenu. Ce sont des gens qui sont extrêmement autoritaires, qui ne croient pas aux libertés. Ils ne croient pas aux libertés. Ils préfèrent croire à l'esclavage, que l'esclavage est utile, que de croire que les libertés individuelles sont utiles. Donc Ismaël Amr Guelleh, il croit que l'esclavage est utile. Il y croit. Il ne le dira pas, mais il y croit dans sa façon de gérer les gens, dans sa façon de se comporter avec ses citoyens. Il n'est plus qu'autoritaire, il est dictateur, il est tyrannique. Donc il croit que l'esclavage est une solution. Et il ne croit pas à la liberté, et donc c'est à partir de là, dans le sens où il ne croit pas aux institutions internationales et à leur invitation à respecter et à promouvoir la liberté, que tous les conflits qu'il y a à Djibouti se passent. Une petite parenthèse maintenant, pour les médias journalistes français et les bêtises qu'ils ont fait par rapport à leurs collègues de désinformation de ce qui s'était passé à Djibouti. Ils sont partis demander au procureur ce qui s'était passé comme violence intercommunautaire. Mais cette procureure de Djibouti, elle est procureure dans quel pays? Dans un pays où le chef d'État est autoproclamé avec 99% des voix.
Est-ce que c'est ce pays-là? Est-ce que c'est cette procureure qui pourra fournir un témoignage objectif? Une procureure qui reconnaît l'autorité d'un chef d'État proclamé avec au suffrage de 98,9%. Est-ce que c'est elle qui peut témoigner de ce qui s'est passé comme violence à Djibouti? Absolument pas. Donc, le gouvernement djiboutien est en faillite totalement, procureur, tout ce qu'ils veulent. Ils sont, à partir du moment où pour eux, même le Alexis Mohamed qui a invité sur les plateaux et télé des Français, arrêtez vos bêtises. Les Français, les journalistes, respectez-vous. Arrêtez d'inviter ces gens-là et de les caresser dans le sens du poil, des gens qui se sont autoproclamés avoir gagné à des élections avec 98,8% des voix. Interrogez-leur. Comment ça se fait? C'est pas possible. Ils ne peuvent pas prétendre être objectifs avec de tels résultats électoraux pareils. Maintenant, pour ce qui concerne l'esclavage et cette question qui doit être traitée le plus rapidement dans le monde musulman et qui doit être traitée mais vraiment très vite, c'est par exemple au Yémen, l'esclavage existe encore. L'esclavage existe encore. C'est par exemple le statut des Muhachimines, les Khuddam. Ces gens-là, eh bien, ils sont en situation d'esclavage au Yémen. C'est sidérant. Ça existe encore. Et c'est un exemple que j'ai pris au Yémen. Et ça, c'était même avant la guerre. Et là, maintenant, durant la guerre, je crois que ça s'est, on va dire, aggravé. Donc, pour ceux qui disent être fiers du Yémen, mon Dieu, il n'y a pas de quoi être fier. Le Yémen est esclavagiste. Il faut être clair. Il n'y a pas de quoi être fier du Yémen. Encore moins avec les Houthis terroristes. Mais à la base, durant les années 90 et autres, il y avait encore ce qu'on appelait les Khuddam et les Muhachimines au Yémen. Et vraiment, il n'y a pas de quoi être fier de cette situation-là. C'est généralisable dans le monde musulman. En Liban aussi, on avait entendu parler de la situation des immigrés, de travailleurs africains. C'est encore pareil en Arabie Saoudite avec les Philippins et c'est encore pareil au Qatar avec les travailleurs qui construisent les stades pour la Coupe du Monde. Tous ces gens-là, c'est une situation quasi esclavagiste. En fait, c'est une situation d'esclavage. Quelle est la différence entre l'esclavage de l'Antiquité et celui qu'il y a actuellement dans le monde arabe? Aucune. Aucune. Les individus n'ont pas la liberté dans l'exercice de leur travail, de circulation. Ils n'ont pas la liberté de négociation de leur salaire. Ils n'ont même pas de liberté sur leur propre santé lorsqu'ils tombent malades. D'avoir quelques jours de congé et de se soigner. Pire encore, ils n'ont même plus le droit de vie sur leur personne parce que des morts dans ces communautés, on en recense. Et à la fin, même s'il y a des morts dans les gens des travailleurs libanais, africains qui sont au Liban ou qui sont en Arabie Saoudite, les Philippins ou autres hindous du Qatar, eh bien, ce n'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. En fait, il n'y a même pas la possibilité de faire des enquêtes là-bas. Sans même rentrer dans les détails de la Libye où il y a eu complètement, où le scandale a été mais vraiment au grand jour, eh bien, tout ce monde arabo-musulman et cette ambiance délétère, elle va se répercuter dans